Voilà la Réunion, le Piton des Neiges, le Piton de la Fournaise, où c'est le massif du Piton de la Fournaise. Ça, c'est le Piton de la Fournaise actif aujourd'hui, avec toutes les éruptions qui ont lieu entre 1972 et récent. Ça, c'est celle hors enclos en 86. Ça, c'est celle hors enclos en 77. Mais tout le reste est passé pratiquement à l'intérieur de ce enclos qui canalise tout vers la mer. On voit très bien une éruption qui commence ici, elle contourne et elle va là-bas. Une éruption qui se passe dans le sud, elle contourne, elle tourne vers l'est et elle descend vers la mer si elle dure assez longtemps. Ça, c'est l'observatoire volcanologique. C'est une petite structure. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes au maximum. On fait partie de l'Institut physique du Globe de Paris. Voilà, les précurseurs de la dernière éruption, c'est les suivants. On a un réseau de GPS. Avec du GPS différentiel, on peut aujourd'hui faire des mesures très précis de localisation sur le terrain. Et des mesures qui sont précis à 1 cm ou plus, ou mieux. Ça, par exemple, ça fait 10 cm. Et entre le 1er janvier et le 29 mars 2007, le point qui était ici s'est déplacé à peu près 4 cm vers là. Le point ici s'est déplacé pas tout à fait 10 cm dans cette direction. On a l'impression, et comme c'est radial, on a l'impression que le volcan est en train de gonfler. En même temps, le point, ça c'est juste les déplacements horizontaux. En même temps, les points sont en train de monter légèrement quelques centimètres. Et ça, c'est la précision qu'on a, et ça suffit pour voir quelle est l'activité au niveau du volcan. On a d'autres instruments comme des extensomètres ou des inclinomètres. Un inclinomètre qui montre, si vous avez un volcan ici, quand le volcan est en train de gonfler, il va faire ça, l'inclinaison va changer, et ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien mesurer. On va très bien entre le janvier 2007 et ici, il y avait l'éruption. On mesure ça en microradians, c'est une valeur qui est très faible, mais on voit que c'est en train de monter. Ça veut dire que la pente est en train de monter. La même chose, c'est pour les extensomètres. Si vous imaginez, vous avez un ballon que vous mettez 2 traits dessus et vous gonflez dedans, les 2 traits vont s'écarter. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait avec les extensomètres. Et depuis le milieu de février et la fin, c'est une station au Château-Fort, c'est une station dans le sud. On voit que la fissure est en train de s'ouvrir. Tout ça, ce sont des signes pour nous qu'une éruption est en train de se préparer. On a encore le dernier, et ça c'est, je pense, presque le plus important, c'est la sismologie. C'est les stations sismiques. Ici, par exemple, ce sont le nombre de séismes par jour, du janvier jusqu'à fin mai. Et on voit très bien, on avait une éruption le 18 février 2007, et on voit très bien que la sismicité journalière, c'est cumulé. Chaque jour, on fait une évaluation de la sismicité. On voit que ça passe d'une valeur à peu près 30, ici à une valeur en moyenne de 60. Ça veut dire que la sismicité augmente sous le sommet, et ça, c'est un signe qu'il y a une activité volcanique qui est en cours. La même chose ici. Et il y avait 2 éruptions très rapidement, une après l'autre. Le 30 mars, ici, on avait quelques séismes qui nous annonçaient qu'il y avait quelque chose qui se passe. Et pendant 2 heures, 3 heures presque, il y avait une crise sismique. Une crise sismique, ça veut dire la chambre magmatique, elle est sous pression. Il y a un dike qui remonte vers la surface, qui provoque cette sismicité. Et dès qu'il y a une crise sismique, on sait qu'une éruption va se produire dans les heures à venir. Et effectivement, ça, c'est le signe qu'on appelle le trémor. C'est un tremblement de tous les massifs au moment où le magma sort à la surface. C'est les explosions de gaz, la sortie du magma. C'est comme si vous prenez un tuyau d'arrosage, vous mettez contre l'oreille, vous ouvrez le robinet, vous entendez un bruit dedans. C'est exactement la même chose. C'est un tremblement de tous les massifs qui dit l'éruption est en cours, mais l'éruption a duré qu'une dizaine d'heures. Bon, ça, j'ai oublié de dire, c'est quelque chose qu'on dit comme un tambour sismique. Seulement aujourd'hui, c'est informatisé.
Et les lignes qui ont des couleurs différentes, c'est juste pour distinguer. On part d'ici, ça fait 15 minutes, on prend une ligne en dessous, et comme ça, ça fait 12 heures. Et ici, jusqu'ici, ça fait 24 heures de sismicité. Après la fin de cette éruption, toujours il y a énormément de séismes. Chaque petit point ici, ça veut dire qu'il y a un séisme. Et là, il y a pratiquement une crise sismique permanente. Et après, le 2 avril, vers 15h, quelque chose, 15h15, je crois, il y a l'éruption a commencé. Et cette fois-ci, une éruption qui est beaucoup plus loin, qui est à beaucoup plus basse altitude. Toujours, c'est le spectacle pour la population. Bien sûr, pour les autorités, c'est tout à fait différent parce qu'ils ne savent plus comment écarter les gens. C'est un spectacle, c'est sûr. Ça, c'est la nuit, l'éruption la nuit, ici aussi. Là, c'est l'éruption qui a lieu ici. Il y a le panache de l'éruption qui monte ici. Et là, il y a des dizaines de coulées dans tous les sens, pratiquement. Il faut dire que c'était une éruption vraiment très spectaculaire au niveau du débit de magma. Ça, c'est notre vue. Ça, c'est le Grand Pelé. Le volcan, il est quelque part là-haut. Mais il faut dire, le volcan, les éruptions n'ont pas toujours lieu au sommet du volcan. Les éruptions, en général, même, ont lieu sur le flanc du volcan, parce que le dike, il remonte de la chambre magmatique, mais après, à un moment ou à un autre, il va latéralement. Et quand il part à basse altitude, il peut, si ça est la chambre magmatique, il remonte, mais après, il va dans cette direction, latéralement. Et l'éruption même ici a eu lieu à 600 mètres d'altitude. Ça, c'est le panache de l'éruption. La coulée de lave qui rentre dans la mer, elle va vaporiser l'eau de la mer et provoque ce deuxième panache. Ça, c'est juste des images. Ça, c'est l'arrivée de la mer, de cette coulée. Ici, à l'intérieur, il y avait une ravine. La ravine, ici, elle courtoise la chaleur. C'est assez spectaculaire. Ici, il y a l'arrivée de la coulée dans la mer, ça provoque des explosions, mais des explosions très localisées, très locales. Hein. Ce n'est pas une influence sur toute l'île, c'est juste localement, il y a des projections qui se font, il y a des petites explosions, il y a des morceaux oui, il y a des centres après qui tombent, c'est des morceaux de millimétriques qui tombent dans les alentours parce qu'ils sont amenés avec le panache, ils sont emportés par le panache et après plus loin, ils tombent. Toujours des images d'une fluidité extrême. Et là, juste pour vous montrer comment... La fluidité, c'était tel qu'on a croyé, il y a de l'eau qui coule, de l'eau qui jaillit dans tous les sens, qui fait des bonds, des sauts, des virages spectaculaires. Ça, c'est la petite coulée dans l'altitude de le 30 mars. Mais ça, c'est la coulée du 2 avril à la fin. Il faut dire, oui, ça fait, on va voir des images tout à l'heure. C'est vraiment une coulée qui a coupé la route nationale ici sur 1,5 km. Ça, c'était l'ancienne côte qui passait par là. Ça veut dire que ça a créé à nouveau une plateforme sur la mer, assez importante. Ça, c'est le cône même qui fait 450 mètres de largeur. C'est vraiment, on voit rarement ça à La Réunion. Notre travail en partie, c'est l'échantillonnage. Bon, on va se déguiser avec des habits spéciaux pour pouvoir s'approcher. Ça a l'air simple ici, ça sort le liquide, mais ça c'est une coulée qui s'est mise en place la nuit. Ça veut dire que vous creusez 10 cm, c'est encore rouge. Et là, il faut avancer sur 100 mètres. C'est parfois un peu chaud. Ça c'est on appelle nous ça un air SAM, ça montre un peu, c'est la réponse d'un sismomètre en intensité. On regarde le trémor, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le tremblement qui se fait. Et on prend juste l'intensité de ce tremblement, on le reporte contre le temps. Ça, c'est au début, c'est le bruit de fond. Après, il a le début de l'éruption. Et on voit que autour du 5-6 avril, ça monte énormément. Après, ça affaiblit et ça se termine ici. Ça, c'est le point qu'on va arriver maintenant. Et là, c'est l'effondrement du plancher du Dolomieu. Et là aussi, il faut, chez lui, dans les Chauneaux à La Réunion, le sommet s'est effondré.
La fournaise est effondrée. Mais qu'est-ce qu'on s'imagine quand la fournaise s'effondre? C'est comme si ici, quelque part, il y a une maison qui tombe en ruine. On va dire, pour lui, il est en ruine. Non, c'est pas ça. C'est l'effondrement du dolomieux cratère sommital du piton de la fournaise. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça représente. L'éruption a commencé ici, ça c'est le trémor qui apparaît. Mais vous voyez qu'à l'intérieur du trémor, bon là le trémor a diminué légèrement, mais à l'intérieur, il y a toujours la sismicité, une sismicité énorme. Et ça correspond à quelques centaines, voire milliers de séismes dans la journée. Cette augmentation du trémor qu'on a vu tout à l'heure, ça correspond un peu à ça. Et tous ces signes, bon, ça c'est le 5 avril, le signal, ça c'est une intensité. On peut aussi comparer, ou tout simplement dire, ça l'intensité, plus que ça tourne à droite, plus que l'intensité du trémor augmente. Et là, d'un coup, il avait des phases comme ça, l'intensité augmente et d'un coup elle diminue. L'intensité augmente, d'un coup elle diminue. Et ça correspond exactement à l'effondrement du Dolomieu, c'était le 6 avril. Et au début, comme on a des webcams qui sont sur le sommet, on n'a rien vu parce que la météo s'était bouchée. Comme on dit, il y avait des nuages, les webcams étaient complètement aveuglés. Le premier survol qui s'est fait le 6 dans l'après-midi a vu ça, un grand trou. Ça, c'est le Dolomieu. Le Dolomieu qui était, le fond du Dolomieu était avant tel qu'en 2006, à la fin de l'éruption en 2006, le Dolomieu débordait côté est. Côté est, le bord du Dolomieu est un peu plus bas, et les coulées à l'intérieur du Dolomieu sont sorties à ce côté-là. Actuellement, on a un trou qui, à l'époque, on ne savait pas encore quelle profondeur, on voyait que c'était 200, 300 mètres de profondeur. Il y a encore des coulées ici. Mais ça, on voyait un peu de lave en bas, au fond du Dolomieu. On voyait des coulées qui descendaient encore ici. Et ça, c'est les coulées qui sont des résidus de l'éruption de 2006. Ce n'est pas, des coulées de lave qui sont contemporains avec l'éruption d'avril cette année, mais comme en fin 2006, il y avait une couche de jusqu'à 30 mètres à l'intérieur du Dolomieu qui s'est formée, il restait encore des poches de magma ou de lave liquide dans cette couche, et c'est ça ce qu'on va ici tomber à l'intérieur du Dolomieu. Là, juste ce qu'on a vu le 7 après du Pas de Pellecombe, ça c'est les volcans, Salbori, Dolomieu là. Et chaque fois qu'il y a l'effondrement ou un grand pan de falaise à l'intérieur du Dolomieu qui descend, ça expulse des nuages de ce genre. Et voilà une comparaison. Ça, c'est le Dolomieu le 31 octobre 2006. Il est pratiquement rempli horizontalement, et la surface est pratiquement horizontale, et ce côté, ça débordait. Et maintenant, on a un trou de ce genre qui fait 330 mètres de profondeur. Pour nous, c'était un problème, c'était les nuages de centre qui sortaient du Dolomieu, bien sûr, parce que tous nos instruments ils travaillent avec des panneaux solaires, et vous voyez bien, un panneau solaire propre, c'est ça, et un panneau solaire, après l'effondrement, c'était couvert avec des couches de centre jusqu'à 1 cm d'épaisseur. Ça veut dire, nous, il fallait bien monter rapidement au sommet pour nettoyer tout ça. L'effondrement du Dolomieu nous donne des possibilités d'études intéressantes parce que maintenant, on a accès à plein de choses qu'on n'a pas vues avant. Par exemple, ici, on supposait qu'il y avait un lac de lave dans le passé, il y a quelques centaines d'années probablement, dans le Bory. Maintenant, on sait qu'il y a un lac de lave. Ça, c'est le lac de lave qui est cristallisé. Ça fait 30 mètres d'épaisseur. Il y a un ancien cône éruptif de scorie qui était là, avec des dikes qui le traversent, mais qui a été recouvert d'après. Il y a la nappe phréatique qui n'était pas accessible avant. Maintenant, on la voit. Des effondrements, il y a déjà eu dans le passé aussi. Ce n'est pas la première fois que le Dolomieu s'effondre. Seulement dans les années 2030-35, les effondrements se sont faits très doucement. Ça veut dire en plusieurs années, l'effondrement, ça s'est effondré doucement. Cette fois-ci, l'effondrement, et surtout, si on regarde ici, ça c'est le Dolomieu. On voit que ici, le fond du Dolomieu est encore intact.
Et une partie du Dolomieu s'est effondrée seulement. Et là, à 150 mètres de profondeur. Maintenant, on est à 330 mètres de profondeur. Bon, encore une image du Dolomieu. Comment ça se passe, un effondrement de ce genre? Et pourquoi cet effondrement? On a depuis 2000 ou même 1998 un très grand nombre d'éruptions à la fournaise. Et chaque éruption commence avec un dike qui monte verticalement. Ça crée des tensions, ça fracture le massif, ça fracture toute la partie qui est sous le Dolomieu. Et on sait que la chambre magmatique, elle est pratiquement à l'aplomb du Dolomieu. Ça fragilise le massif entre la chambre magmatique et le sommet. En mars, 30 mars, il y a une petite éruption. Ça veut dire le dike, il est monté juste ici, et là, il est parti latéralement. Mais là, on sait que la pression hydrostatique suffisait encore de soutenir toute cette partie qui était fragilisée, qui était fracturée. Mais quand l'éruption a lieu à 600 mètres d'altitude, et il faut dire la chambre magmatique elle est à peu près entre le niveau de la mer et 500 mètres d'altitude, ça veut dire le dike est pratiquement parti latéralement, la pression a diminué, et toute cette partie ici qui était soutenue avant par des colonnes de magma qui étaient encore pressantes, s'est effondrée dans la chambre magmatique. Et la chambre magmatique s'est vidée. On sait à peu près que la chambre magmatique fait quelque chose comme entre 300 et 400 millions de mètres cubes. L'éruption même, à peu près 130 millions de mètres cubes, ça veut dire un tiers pratiquement de la chambre magmatique s'est vidée. Et parce que l'éruption a eu lieu à basse altitude, et ça on savait, le danger que le Dolomieu s'effondre était pressant. On a mesuré la profondeur avec la triangulation, par exemple, tous ces points-là, on a mesuré l'angle et la distance vers le bas. On sait que c'est une profondeur de 330 mètres. Il y a d'autres moyens avec des images satellites aussi qui ont été faits, qui arrivent à 320 mètres de profondeur et un volume qui est entre 100 et 150 millions de mètres cubes. Et juste pour illustrer, si on met aujourd'hui la tour Eiffel dans le Dolomieu, on ne le verra plus. Je veux dire, c'est plus parlant comme ça que de dire que ça fait 330 mètres. Au niveau de la coulée même, la coulée c'est là. Comme on savait qu'elle était très épaisse, elle est très volumineuse, on a fait des trachées, des profils avec du GPS. Toujours des GPS différentiels, tous ces trachées-là, on a fait ça à pied sur la coulée, on s'est baladé à plusieurs personnes pendant plusieurs jours sur la coulée. Avec les données, on a fait un modèle numérique du terrain, et les couleurs représentent les épaisseurs de la coulée. Ici, ça fait entre 5 et 10 mètres. Quand c'est vert, c'est plutôt 25-30 mètres. Et quand c'est rouge foncé, ça va jusqu'à 60 mètres. Il faut s'imaginer, la route nationale, surtout, la route nationale, elle rentre ici, et elle passe par là. Et la nouvelle route nationale aussi, ça veut dire, ce problème qu'ils ont actuellement, et pourquoi depuis 5 mois, bientôt 6 mois, la route nationale est coupée, parce qu'ils avançaient très rapidement quand ils sont sur ce côté où il y avait 30 mètres. Mais ici, il y a des tunnels de lave en quantité. Il y a des dangers que quand un engin de terrassement avance, que ça s'effondre en dessous de lui. On a fait des mesures de microgravimétrie pour trouver dans quelle région il y a ce tunnel de lave. Ils savent à peu près où chercher, où il faut faire particulièrement attention. Mais ça avance très très doucement parce que ces tunnels de lave, c'est un danger, même pour plus tard. Actuellement, la ravine qui se jette, elle arrive quelque part ici, elle se jette ici dans l'enclos. Actuellement, on l'entend, mais on ne la voit pas parce qu'elle a emprunté un tunnel de lave qui est dans le souterrain. Là, je vais revenir à un point, la plateforme. Ça aussi, c'est un terme qu'on ne devrait peut-être pas utiliser comme ça parce que ce n'est pas une plateforme qui avance et qui est sur le vide.
La plateforme, elle est soutenue. Ça, c'est la coulée de lave, la nouvelle coulée de lave sous la mer. Et là, ils sont descendus jusqu'à 40 mètres. Là, ça, c'est juste l'air qui monte. On va à peu près la pente de cette plateforme sous la mer. Nous, ça nous intéresse parce qu'on va estimer le volume de cette coulée. Et si ça, c'est la plateforme, il faut pas, elle n'est pas une plateforme qui est sous le vide, qui peut s'effondrer à chaque instant. Elle est soutenue, bien sûr, par les coulées qui ont avancé jusqu'ici. Ici, ils sont sous la mer, mais ici, à 380 mètres de l'ancienne bord de la côte, elle émerge et elle fait 300 mètres. Et là, avec ces dessins-là, on peut maintenant estimer le volume de cette coulée qui est cachée sous la mer. En total, on a un volume sur Terre qui fait 90 millions de mètres cubes, un volume en mer, et c'est toute cette partie qui est invisible ici, qui est à peu près 40 millions de mètres cubes, un total de 130 millions de mètres cubes. Et ça fait que cette éruption qui a duré un mois est parmi les plus importantes depuis au moins 100 ans. En 1931, effectivement, il y avait quelque chose de similaire. En 1977, c'était estimé à 100 millions de mètres cubes. En 1998, 60 millions de mètres cubes. Ça veut dire qu'il y a à peu près un dixième de kilomètre cube de magma qui est sorti. Mais ça, je pense que c'est important. C'est cette plateforme, elle n'est pas... Et ça, j'ai entendu des remarques des gens qui ont peur ici parce qu'ils pensaient que si c'est une plateforme comme ça, effectivement, elle peut s'effondrer facilement, ça peut éventuellement provoquer un petit mini-tsunami qui pourrait menacer Maurice, mais ce n'est pas le cas. S'il y a un glissement, il y a un glissement lent de cette partie vers la mer, et ça c'est aucun danger. Ça ne représente aucun danger. Le panache oui, le panache ici, c'est le panache qui sort de l'éruption même. Et il y a deux panaches. Le panache ici qui est chargé, bien sûr, en eau, mais qui est aussi chargé en SO2. Et après, la coulée qui descend vers la mer. Et là, c'est aussi très chargé en eau, l'eau qui a été vaporisée par les coulées, mais aussi en HCl, parce que en contact avec l'eau et le sel, ça provoque une désintégration du sel et ça forme du HCl. Il y a l'Organisation réunionnaise de l'air qui a fait des mesures de SO2 dans l'air. Dans les points très proches, l'éruption est ici, la coulée de lave est là, et ils ont mesuré du SO2 ici. Et si 500 microgrammes par mètre cube par heure, c'est un seuil d'alerte, on a facilement dépassé pendant quelques temps ce seuil d'alerte. Et il y avait un pH de 2,2 dans des régions ici, jusqu'à Saint-Philippe, je pense. Saint-Philippe, ça doit être ici quelque part. Dans toute cette partie, on a des pluies acides qui ont été remarquées. Et ce que j'ai entendu, quand il pleut ici, les gens sentent les picotements sur la peau. Ça, c'est le panache vu de l'espace à La Réunion. Bon, Maurice est là. C'est le panache qui va d'abord vers l'ouest. Ça, c'est vu de l'espace. La Réunion, Maurice, Madagascar. Ça, c'est le 3, le 4. Et la couleur ici, puisque c'est rouge, ça correspond à l'SO2 qui est dégagé. On voit que pratiquement toute la partie, au moins la partie sud, la partie ouest de l'océan Indien est concernée par ce SO2. Après, l'impact sur la région ici, bon, ça c'est la coulée. Bon, le point d'éruption doit être ici quelque part. Mais toute cette partie ici, elle a été comme brûlée. Ce côté et l'autre côté. Ça, c'est les arbres qui ont perdu toutes les feuilles. Toutes les feuilles de ces arbres-là ont disparu, ont séché, asséché. Il y a encore quelques petites feuilles qui sont présentes. Ici, ça c'est 22 jours après l'éruption. Après la fin de l'éruption, pardon, il y a des nouvelles feuilles qui sortent. Malheureusement, on ne connaît pas encore l'influence sur la santé publique parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible.
Il y a, vous avez certainement entendu, des poissons qui sont remontés. On accueille des centaines de poissons qui habitent sur 500 à 800 mètres de profondeur. On ne sait pas encore comment les poissons sont morts. On ne sait pas encore pourquoi les poissons sont remontés, parce qu'une chose est sûre, les coulées de lave ne sont pas arrivées jusqu'à 800 mètres de profondeur. Mais apparemment, il y a des courants dans l'eau qui ont changé et qui ont provoqué que les poissons ont été entraînés vers le haut. La suite, on verra, on attend, comme le Dolomieu est très profond maintenant, on attend, et comme surtout en dessous le Dolomieu, entre la chambre magmatique et le Dolomieu, le massif est encore plus fracturé avant, que c'est beaucoup plus facile pour le magma de remonter sous le Dolomieu. Un répit, c'est pas sûr, parce que après l'effondrement qui a duré, bon là, l'effondrement lent qui a duré jusqu'à 1935, on connaît des éruptions très importantes en 1936. Ce que notre sismologue attend, qu'il y ait un lac de lave, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en visu à La Réunion. Encore, Boris de Saint-Vincent, en 1800, il a observé un lac de lave. Il faut que je me rectifie là. Mais bon, on n'a pas d'enregistrement d'un lac de lave. Et surtout, la fournaise n'a pas encore dit ce dernier mot.